Le jour où j'ai vu mon mari serrer la taille de Mireille au rayon yaourt d'un supermarché climatisé, entre un présentoir de glace au chocolat et des mangues brillantes comme des bijoux, j'ai senti mon cœur faire un salto et revenir s'asseoir avec la dignité d'une reine bafouée, mais mes yeux, eux, riaient nerveusement comme pour dire. Donc c'est ici que le mariage est venu chercher son dernier sel? Pourtant, avant d'en arriver là, la vie m'avait tendu une nappe blanche de bonheur. J'étais cette jeune femme africaine belle et intelligente que les tatas de la famille bénissent en chuchotant, et que les voisins regardent passer en murmurant « Dieu a bien partagé ». Abidjan était mon décor, un Abidjan de villas blanches, de bougainvilliers qui grimpent sur les murs comme des promesses, de routes lisses où glissent des SUV noirs avec vitres fumées, un Abidjan où les brunchs dominicaux sentent la cannelle, le bissap glacé et les rires de filles qui refusent de vieillir. En dehors de la vie de famille, je passais mon temps avec mes amis, Léa, la fashionista qui parlait au miroir comme à des amants, Sandrine, qui collectionnait les parfums et les secrets, et Mireille, ma douce amie d'enfance au sourire d'ange, l'absente élégante aux raisons toujours floues. On s'offrait des après-midi dans les parcs d'animaux à admirer les girafes qui mâchent la vie avec lenteur, on déambulait dans les supermarchés de luxe pour refaire les achats en parlant plus qu'on ne dépensait, et on se moquait de nos propres manies. Chacune avait sa face cachée, et ce n'était pas toujours joli, addiction à l'adrénaline, aux hommes attentionnés pour un dîner et invisibles pour un lendemain, à la sensation d'être désiré par plusieurs à la fois, sous le prétexte banal de la jeunesse. Moi, je gardais à cœur les enseignements de mes parents comme un talisman. Ma mère disait, la beauté attire, mais le respect retient. Mon père ajoutait, on ne crache pas dans la marmite où l'on a mangé. J'y croyais profondément. Et puis, un jour, lors d'une sortie à l'extérieur du pays avec mes amis, histoire de prendre l'air de l'autre côté de la frontière et de nous photographier sous des palmiers que nous n'avions pas plantés, le destin m'a servi David. Il était là, dans une place publique immaculée, un homme élégant qui portait sa chemise comme une promesse et son sourire comme une carte de visite. Bien charmant, beau, doté de ces capacités dont on rêve sans oser les nommer, ambition, douceur mesurée, humour à retardement qui explose comme un petit feu d'artifice. Nos regards se sont parlé avant nos voix. Il m'a demandé mon contact, j'ai fait mine de réfléchir, j'ai donné. Nous avons construit une conversation avant de construire une maison, des messages avant les meubles, des rires avant les draps. Quelques mois ont suffi pour que la logique du cœur dépose ses valises, nous avons fondé une famille. La cérémonie fut un kaléidoscope de couleurs, on dansait comme si la joie avait décidé de nous confier ses secrets. Déjà mariée, je ne fréquentais plus couramment mon club de copines. Je passais quand même laisser une présence, un sourire, une blague. Je me disais que la vie avait enfin trouvé son rythme, lever tranquille, prière discrète, travail sérieux, retour à la maison où l'odeur de la cannelle et du poulet yassa vous embrasse comme un enfant qu'on n'a pas vu depuis trop longtemps. Le jour de l'anniversaire de ma première enfant, mes amis sont venus, talons bien plantés, cadeaux qui tintent, éclats de voix qui ont fait trembler le lustre. Sauf Mireille, occupée, disait-elle, avec ce occupé qui sonnait comme une robe trop serrée. J'ai fait semblant de ne pas m'en formaliser. Au fond, l'absence d'une amie à une fête, ça arrive, mais la vie a cette façon taquine de poser une brindille aujourd'hui et d'y mettre le feu demain. 6 mois plus tard, mon mari a dit avec sa voix de diplomate, « Chérie, tu travailles trop, la maison est grande. Et si on prenait une aide pour les travaux ?» Il avait l'air sincère, presque tendre, et il est vrai que mes journées s'étiraient comme un pagne au soleil. J'ai hésité. La maison, c'est mon territoire, ma kingdom. Puis j'ai cédé, me disant que l'aide, c'est la main qui soulage, pas la main qui prend. Ce soir-là, David est rentré avec une invitée. Quand j'ai vu qui était sur le pas de la porte, j'ai senti mes certitudes changer de chaise. C'était Mireille. Mireille, l'absente de l'anniversaire, Mireille, mon amie d'enfance au regard propre. Elle tenait un petit sac, souriait avec modestie comme si la vie l'avait humiliée. « Grande sœur, je suis en difficulté », a-t-elle soufflé. Et sa voix a coché toutes les cases de la compassion. Je n'ai pas aimé l'idée. La maison, c'est la cage thoracique du couple, et ce n'est pas badigeonné de confiance qu'on y installe quelqu'un. Mais l'amitié,
chez nous, à la voix grave. Je me suis dit, si l'eau te demande un chemin, ne lui prête pas ton lit, prête-lui ta cour. Alors j'ai accepté. Sans savoir que mon présent mari était le père du fils unique de Mireille. Sans savoir que mon propre toit allait devenir l'ombre d'un vieux mensonge. Les premiers jours furent une comédie tranquille. Mireille travaillait bien, efficace, silencieuse, cheveux tirés, sourire raisonnable, respect aux madames qu'elle déposait devant moi comme une eau fraîche. David se montrait distant mais courtois, et je me disais que mes peurs avaient un peu trop mangé. Pourtant, il y avait des détails qui ne s'accordaient pas. La façon dont les yeux de Mireille suivaient David, pas comme on suit un patron, mais comme on effleure un souvenir. Les rires de David, un peu plus longs quand elle parlait, comme s'ils confirmaient un vieil accord. Les couverts rangés par ordre de nos habitudes, sans qu'on lui ait jamais dit. Je me suis dit que c'était la main des femmes, elle comprend vite. Je ne savais pas que parfois, la compréhension est une mémoire déguisée. Quand je partais au boulot, David rentrait tôt, sous prétexte d'un rendez-vous annulé, d'une livraison à réceptionner, d'un chauffeur en panne. La villa, en plein jour, avalait le secret comme un crocodile avale une poule, propre, sans bruit, sans plume. Il faisait des sorties en cachette, pour faire la vie, disait la rue, à la terrasse d'un café où les serveurs parlent peu et où les regards coûtent cher. On dit que l'argent achète le silence, mais le luxe n'a jamais empêché les murs d'avoir des oreilles. Avant même le jour de la chute au supermarché, certains avaient déjà balancé leurs photos, ces selfies mal cadrés où l'on reconnaît la montre de David, la boucle d'oreille de Mireille, le coin d'un tableau de notre salon. Un soir, mon téléphone a servi à bénir le dicton, quand tu te crois seul, souviens-toi des yeux qui n'ont pas besoin de paupières. J'avais oublié d'éteindre une application qui synchronisait la caméra du salon avec mon portable. Je suis partie pour un rendez-vous, et lui, ne sachant pas, a vécu sa légèreté sous l'œil silencieux du petit écran. Je n'ai rien dit. Les captures, les respirations, les gestes, j'ai tout enfermé dans la petite prison de la mémoire. Je n'ai pas crié. Chez nous, la colère qui rit attend le bon public. J'ai continué à cuisiner, à sourire, à prier, à travailler, à serrer ma fille contre moi comme on serre un secret. Et pourtant, la flamme de l'humour ne s'éteignait pas en moi. Quand Mireille riait trop fort à une blague de David, je murmurais en moi, rire de chèvre. Quand David se plaignait de la fatigue, je demandais, celle du jour ou celle de l'après-midi. Je mettais du piment dans mes pensées, pas dans ma parole. Je voulais la vérité, mais je voulais aussi que cette vérité vienne avec ses chaussures. L'anniversaire avait été un chapitre, l'absente un présage, l'aide un piège, les jours suivants un pas de danse embarrassé. Je pensais à mes amis, à leurs histoires parallèles, à leur manière de justifier des doubles vies en disant, c'est la jeunesse. Moi, j'avais choisi l'armure. Et pourtant, on ne protège pas son dos contre un couteau qui dort déjà dans l'oreiller. Le jour du supermarché, j'étais sortie pour acheter du lait, des couches, un bouquet de fleurs pour la table, parce que même la douleur a besoin d'un décor élégant pour ne pas grincer quand je les ai vus. Ils n'avaient pas prévu l'imprévu. Une main sur une hanche, un regard trop proche, un sourire qui dessinait la carte d'un pays qu'ils connaissaient déjà. Ils n'avaient pas vu que le reflet des vitrines ne pardonne jamais. J'ai senti mon cœur danser le coupé décalé et ma raison jouer la cora. Je me suis avancée, j'ai dit bonsoir avec la politesse d'une reine qui a reçu la lettre de trahison bien pliée. Ils ont sursauté comme des chats surpris en train de voler du poisson. Les passants n'ont rien compris, mais le sol, lui, a tout entendu. Et pendant que la clim soufflait sa fraîcheur, que les fruits exhalaient leur parfum, que la caisse bipait sur des codes barres, j'ai su que la suite ne serait plus une promenade. Pourtant, laisse-moi revenir au début, parce que le début est la seule graine qui explique l'arbre. Je suis cette femme que les parents ont élevée avec des proverbes et des silences, qui a cru en l'amour comme on croit en la pluie en saison. Je suis cette femme qui a accueilli une amie sous son toit, croyant accueillir le passé sans savoir qu'elle recevait la preuve. Je suis cette femme qui a ri avant de pleurer, qui a travaillé avant d'accuser, qui a tendu la main avant de serrer le poing.
Et Abidjan m'a regardé traverser ces boulevards lustrés, entrer dans ces boutiques où le vendeur emballe la honte dans du papier doré, sortir de ces parcs d'animaux où les lions regardent les hommes en se demandant qui est vraiment le roi. J'ai appris que l'amitié, chez nous, peut avoir des deuxièmes prénoms, que la fidélité n'est pas un bijou pour la fête mais une arme pour la nuit, et que les secrets, même cachés dans une villa de luxe, finissent toujours par réserver une table dans un supermarché très éclairé. Ce jour-là, au rayon yaourt, mes yeux ont avalé leur dernière naïveté. Et pourtant, même à cet instant, j'ai pensé à ma fille, à sa petite main chaude, à sa respiration qui sent le lait et l'avenir. J'ai pensé que je ne voulais pas faire de ma vie un théâtre de scènes ouvertes. Alors j'ai dit seulement, on se voit à la maison. J'ai souri un sourire qui n'achetait plus rien et je suis partie. La ville a continué de briller comme si de rien n'était. Les voitures ont continué de glisser, les terrasses de rire, les gens de poster leurs assiettes bien décorées. Mais chez moi, dans la discrétion d'un téléphone qui avait déjà parlé trop fort sans le savoir, l'histoire avait commencé à écrire sa propre vérité. Et cette vérité, je la tenais, polie comme une lame, prête à trancher le voile entre l'amitié et la trahison, l'amour et l'habitude, la jeunesse et l'irresponsabilité. Parce que, finalement, même dans la soie et le parfum des villas, la destinée aime mettre ses chaussures de poussière pour entrer sans frapper. Quand je suis rentrée ce soir-là, après la scène du supermarché, le silence de la maison m'a accueilli comme un spectre bien éduqué. Tout semblait à sa place, mais chaque objet portait un air de culpabilité. Les coussins bien alignés avaient l'air de se juger eux-mêmes, les rideaux tremblaient sous la brise comme des témoins gênés. Mireille s'activait en cuisine, le dos droit, la voix douce, comme si elle ne sentait pas l'orage qui tournait déjà autour d'elle. David, lui, feignait la fatigue, affalé sur le canapé avec la télé allumée sur un match dont il ne voyait pas une seule action. J'ai pris ma fille dans mes bras, l'ai bercée longuement, et pendant qu'elle somnolait contre mon épaule, j'ai observé les deux traîtres. Mon cœur voulait crier, mais ma bouche s'est tue. Chez nous, la honte d'une femme se gère d'abord en silence, on ne casse pas la maison pour un cœur fissuré. Alors j'ai souri, j'ai demandé calmement si tout s'était bien passé, et j'ai vu dans les yeux de Mireille ce petit éclair de panique qu'on ne cache pas, même derrière le meilleur maquillage. Elle a répondu oui, avec cette voix trop aiguë qui trahit les mensonges mal digérés. David a haussé les épaules comme un écolier pris à copier mais qui veut encore faire le malin. Ce soir-là, j'ai su que le théâtre allait continuer. Les jours qui ont suivi furent un défilé d'hypocrisie et de rire forcé. Mireille se levait tôt, faisait le petit déjeuner avec soin, préparait les habits de ma fille, rangeait la maison en fredonnant des chansons de louanges, comme pour laver son âme à chaque note. David, lui, multipliait les petites attentions, les bouquets de fleurs sans occasion, les compliments qui avaient un goût de pansement. Moi, je vivais au milieu de cette comédie, observant chaque geste, chaque regard, chaque mot. Le soir, quand il dormait, je regardais encore et encore les vidéos enregistrées sur mon téléphone, ces images volées du salon où il pensait être seul. Les rires étouffés, les gestes furtifs, les regards complices. Ce n'était pas seulement la trahison qui me brûlait, c'était la familiarité de leur passion. On ne trahit pas si bien sans s'être entraîné. Tout s'emboîtait peu à peu dans ma tête. Leur histoire datait d'avant moi. Mon mari avait déjà goûté à ce fruit avant de venir me le vendre sous une autre peau. Et moi, dans ma naïveté, j'avais accueilli la mère de son fils caché pour lui donner du travail et du pain. Cette vérité-là me réveillait la nuit, me tordait l'âme. Parfois je me regardais dans le miroir et je me demandais quand j'avais cessé d'être la reine pour devenir la figurante dans ma propre maison. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai ri toute seule, un rire sec, nerveux, comme celui d'une femme qui s'aimait qui attend le moment juste. Les voisins commençaient à murmurer. L'une d'elles, une vieille tante du quartier, m'a glissé un jour, « Ma fille, quand la poule commence à chanter la nuit, c'est qu'elle a vu l'esprit du serpent. » J'ai compris que tout se savait déjà dehors. Les murs ont des oreilles, mais dans une ville africaine, même les murs racontent les histoires pendant la sieste. Je ne voulais pas d'un scandale, pas encore. Alors j'ai continué à faire bonne figure, j'ai organisé des dîners, j'ai invité nos amis, j'ai servi du vin en souriant,
j'ai ri à leurs blagues, même quand mon cœur criait vengeance. Chaque geste de politesse que je faisais était une pierre de plus sur la tombe de ma colère. Puis un jour, l'idée m'est venue. Pas comme une inspiration divine, mais comme une petite lumière dans le noir. J'allais leur tendre un miroir. Pas un cri, pas une bagarre, mais un spectacle. J'ai choisi le moment avec soin. Ce serait lors d'un dîner. Un dîner où tout le monde serait là, mes amis, nos familles, même quelques collègues de David. Je voulais que le masque tombe avec dignité, que la honte ait un témoin, que la vérité ait sa scène. Les préparatifs furent parfaits. Mireille, sans se douter de rien, s'activait avec un zèle presque comique. Elle cuisinait, décorait, mettait la table avec un soin exagéré. David était de bonne humeur, il croyait que j'étais redevenue douce, qu'il avait échappé à la tempête. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que mon téléphone, mon cher téléphone, était déjà prêt à jouer le rôle principal. J'avais tout relié à la télévision du salon, discrètement, grâce à la même application qui m'avait montré leurs escapades. Le soir venu, la maison brillait de mille lumières. Les invités riaient, les coupes tintaient, les plats fumaient. J'avais mis ma plus belle robe, rouge, symbole de puissance et de sang retenu. Les compliments pleuvaient. Aïcha, tu rayonnes. Oui, je rayonnais, mais pas de bonheur, de lucidité. David ne se doutait de rien, il me servait du vin, me glissait des mots doux à l'oreille comme pour se rassurer lui-même. Mireille, elle, était silencieuse, effacée, nerveuse. Elle évitait mon regard, mais chaque fois que je tournais la tête vers elle, je la voyais avaler sa salive. L'heure de vérité approchait. J'ai attendu que tout le monde soit à table, que les rires montent, que les ventres se remplissent, que la musique douce se fasse entendre en fond. Puis, d'un geste simple, j'ai pris la télécommande et j'ai appuyé sur le bouton de projection. L'écran du salon s'est allumé. Au début, les gens croyaient que c'était un souvenir d'anniversaire. Les premières secondes ont montré le salon, puis les images ont défilé. Les deux acteurs du drame sont apparus, David et Mireille, enlacés, riant, se chuchotant des mots doux. Le silence a été brutal. Plus un souffle. Les fourchettes ont cessé de bouger, les rires se sont noyés. On entendait juste la musique de fond et le petit bruit du ventilateur au plafond. David a pâli, ses lèvres tremblaient. Mireille a voulu se lever, mais ses jambes refusaient. J'ai gardé mon calme, j'ai bu une gorgée de vin, puis j'ai dit en souriant, « Eh bien, chérie, c'est le nouveau film que tu tournes à la maison ?» Les invités étaient pétrifiés. Certains détournaient le regard, d'autres ouvraient la bouche sans voix. David a tenté de parler, un « je peux tout expliquer » qui s'est étouffé dans sa gorge. Je l'ai arrêté d'un geste. Non. Pas ici. Pas ce soir. Laisse les gens regarder ton œuvre. Mireille a fondu en larmes, elle a tenté de ramasser son sac, mais ses mains tremblaient trop. Elle a fini par sortir en courant, pieds nus, sous le regard de tous. Le silence pesait comme un manteau mouillé. Puis, lentement, les invités se sont levés, un à un, gênés, évitant de croiser mon regard. David s'est levé, m'a supplié du regard, mais j'ai vu dans ses yeux la panique d'un homme qui vient de perdre le dernier morceau de sa dignité. J'ai débranché la télé, j'ai ramassé mon téléphone et j'ai dit doucement, « Tu voulais une aide à la maison. Maintenant, tu vas apprendre à repasser ta propre honte. » Je suis montée dans ma chambre, j'ai pris quelques affaires, j'ai mis ma fille sur mon dos, et j'ai quitté la maison sans un mot de plus. Dehors, la nuit d'Abidjan brillait, indifférente, belle et cruelle à la fois. Les klaxons, les lumières, la musique qui s'échappait des bars, tout continuait comme si ma vie ne venait pas de s'écrouler. Dans la voiture, je respirais lentement, la colère et la douleur se mêlaient à une étrange paix. J'avais frappé fort, mais juste. Je savais pourtant que ce n'était pas fini. Ce genre d'homme ne s'effondre pas tout de suite. Ils cherchent toujours à se rattraper, à pleurer, à jurer qu'ils ont compris. Mais moi, j'avais fermé le livre. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un autre chapitre, encore plus amer, m'attendait.
Le lendemain, alors que je me reposais chez ma sœur, le téléphone de David a commencé à sonner sans répit. La même caméra qui avait tout dévoilé continuait de diffuser. Et cette fois, ce n'était plus seulement à moi qu'elle montrait les images. Par un hasard cruel, ou peut-être par la main de Dieu, la vidéo s'était connectée à un compte public, exposant tout le scandale sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la ville entière parlait de l'affaire Aïcha. Les messages pleuvaient. Les amis appelaient. Certains pour compatir, d'autres pour rire. Et pendant que David essayait d'éteindre l'incendie, une autre femme, dans une autre ville, l'a appelé pour lui dire « Alors c'est toi qu'on montre à la télé maintenant ?» Cette femme, c'était la mère de son autre enfant, celui qu'il n'avait jamais eu le courage d'avouer. Tout se mélangeait. Le luxe, l'humiliation, la modernité. Les secrets du passé se mêlaient à la honte du présent. Dans la villa désormais vide, le silence s'est transformé en tribunal. Et moi, quelque part dans la nuit, je savais que mon histoire n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait à toutes ces femmes qui avaient aimé trop fort, trop tôt, trop bien. J'ai souri, un sourire triste, et j'ai pensé à ce proverbe de ma grand-mère, quand le mensonge court vite, la vérité prend juste le temps de mettre ses sandales. Ce soir-là, la vérité avait enfin marché jusqu'à ma porte. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux. Ce genre de silence qui ne repose pas, mais qui hurle sans bouche. Je me réveillais chaque matin avec cette impression d'avoir marché toute la nuit à travers mes souvenirs. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des messages, des appels, des notifications. Mon visage, celui de David, celui de Mireille, circulait partout. Les gens faisaient des montages, des blagues, certains même des prières publiques. La honte avait trouvé un micro et elle chantait mon histoire au rythme des clics. Et pourtant, au fond de moi, je ne regrettais rien. J'avais simplement libéré ce que beaucoup de femmes retiennent jusqu'à en mourir. J'avais offert au monde le visage nu de la trahison. Pendant que David se cachait, que Mireille disparaissait de la ville, moi, j'essayais de respirer. J'étais hébergée chez ma sœur, une femme au cœur ferme et au franc-parler tranchant. Elle disait, « Ma petite, les hommes qui trompent, ce n'est pas nouveau. » Mais le tien, lui, a eu la malchance de tomber sur une femme qui s'est appuyée sur les bons boutons. J'en riais parfois, mais le rire avait d'un goût de poussière. Les nuits, je repassais dans ma tête les scènes du passé. Nos débuts, nos promesses, le jour de notre mariage, les chants, les danses, la bénédiction des parents, tous ces moments qui semblaient aujourd'hui n'être que des illusions bien filmées. Comment un amour si solide avait-il pu devenir une farce ? Était-ce moi qui avais changé ou lui qui avait toujours été un comédien ? Les questions tournaient comme des mouches autour d'une plaie ouverte. Et puis, un matin, alors que je prenais un café sur la terrasse, David est venu. Sans prévenir. Dans sa voiture noire, il est descendu, les yeux gonflés, la barbe mal rasée. Il avait l'air d'un roi déchu. Il m'a regardé longtemps avant de parler. « Laïcha, je sais que je t'ai fait du mal. Mais je t'aime toujours. Tout ce que tu as vu, tout ce qui s'est passé, je ne sais même pas comment j'en suis arrivé là. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai observé, cet homme que j'avais aimé, qui m'avait fait rire, qui m'avait trahi, et qui osait revenir les mains vides mais le cœur encore gonflé de certitude. « Et tu ne sais pas comment tu en es arrivé là, » ai-je dit calmement. « Tu veux que je te fasse un dessin ?» Il a baissé la tête. « Je veux qu'on parle. Qu'on trouve une solution. » J'ai souri sans joie. « Une solution ? David, ce n'est pas une équation. C'est une vie. Et tu as rayé la moitié des chiffres. » Il a voulu s'approcher, mais ma sœur est sortie de la maison, les mains sur les hanches. « Monsieur le mari parfait, a-t-elle dit en haussant la voix, on t'attendait pour arroser les plantes ? Ou c'est pour tourner la saison 2 de ton film ? » David s'est figé. Elle a continué, implacable. « Les hommes comme toi, quand ils font une bêtise, ils viennent pleurer pour qu'on leur donne encore un coussin de confort. Mais ici, on ne recycle pas les erreurs. » Il n'a rien dit.
Il a juste regardé sa fille jouer avec sa poupée et ses yeux se sont embués. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, pas de la compassion, mais un reste d'humanité. Et tu peux la voir, ai-je dit doucement. Mais tu ne peux plus vivre ici. Pas maintenant. Il a hoché la tête, a pris sa fille dans ses bras, l'a embrassée longtemps, puis il est parti. Son parfum a flotté dans l'air, mélange de regret et de vanité. Après son départ, la maison semblait respirer mieux. Les jours ont repris leur rythme. Le soleil, les rires timides de ma fille, le travail, les repas partagés avec ma sœur. Mais dans la ville, la rumeur continuait. Les gens ne laissaient pas les choses mourir. Certains m'appelaient la femme au téléphone magique. D'autres me félicitaient, comme si j'avais gagné un trophée. Mais la victoire avait un goût amer. J'aurais voulu ne jamais avoir à prouver ma dignité ainsi. Puis un soir, alors que je me disais que tout allait enfin s'apaiser, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix féminine, douce, tremblante. Bonsoir Aïcha. Je suis Linda. Je crois qu'on a un problème en commun. Le sang s'est figé dans mes veines. Elle a poursuivi. David m'a menti à moi aussi. Il m'avait promis le mariage. Il m'a même présenté sa mère. On a un fils ensemble. Il ne vous l'a jamais dit? Je n'ai rien répondu. J'avais déjà deviné. C'était donc elle, la femme de l'autre ville, celle dont il avait un enfant. Une partie de moi voulait rire, une autre voulait crier. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas qu'il était marié. J'ai tout découvert quand la vidéo est sortie. Je ne sais pas si je dois vous remercier ou vous haïr. Mais au moins, maintenant, je sais qui il est vraiment. Sa voix tremblait. Je l'ai écouté en silence. Puis j'ai dit, ne le hais pas. Juste apprends. Parce qu'un homme peut changer de maison, mais pas toujours de cœur. Elle a pleuré un peu, m'a remercié, et a raccroché. J'ai regardé ma fille dormir et je me suis dit que les femmes, parfois, héritent des guerres qu'elles n'ont pas déclenchées. Les jours ont passé, David ne donnait plus de nouvelles. Mais un soir, une vidéo a refait surface. Pas la mienne cette fois. Une nouvelle, publiée sur les réseaux, le montrant dans une autre situation compromettante avec encore une autre femme. C'était devenu un cycle. L'homme ne se repentait pas, il répétait. Et moi, à ce moment-là, j'ai compris que j'avais eu raison de partir. Je n'avais pas perdu un mari, j'avais simplement échappé à un poison. La honte publique avait fini par le détruire. Son entreprise a perdu des contrats, ses amis l'ont évité. Dans une ville où la réputation est plus lourde que le béton, il portait désormais la sienne comme une pierre au cou. Un soir, il est venu une dernière fois. Il s'est agenouillé devant moi, sur le perron de la maison de ma sœur, des larmes plein le visage. Pardonne-moi, Aïcha. Même si tu ne reviens pas, pardonne-moi. J'ai posé ma main sur son épaule, j'ai soupiré. Je te pardonne. Mais je ne t'oublierai pas. Et ce n'est pas la même chose. Il a hoché la tête, s'est levé lentement, et a disparu dans la nuit. Depuis ce jour, je ne l'ai plus revu. Mireille, elle, aurait quitté le pays. Certains disent qu'elle vit en Europe, d'autres qu'elle travaille dans un salon de beauté au Ghana. Peu importe. Chacun porte son exil comme il peut. Moi, j'ai repris ma vie. J'ai recommencé à sortir, à rire, à respirer. Les gens m'arrêtaient dans la rue pour me dire « Tu es forte ». Mais la vérité, c'est que je n'étais pas forte. J'étais juste fatiguée d'être faible. Le temps a passé. J'ai trouvé un nouveau travail, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai appris à m'aimer sans validation. Parfois, le soir, quand la ville s'endort, j'écoute les bruits lointains, les klaxons, les musiques, les rires. Et je me rappelle que même dans la douleur, la vie continue de danser. Un jour, ma fille m'a demandé « Maman, pourquoi papa ne vit plus avec nous ?» Je l'ai regardé longtemps, puis j'ai dit doucement « Parce que parfois, les grandes personnes font des erreurs qu'elles ne savent pas réparer. »
Elle a hoché la tête et est retournée jouer. Les enfants ont cette sagesse que les adultes perdent en grandissant. Et moi, j'ai gardé la mienne en reconstruisant lentement. J'ai compris que la vengeance ne guérit pas, mais qu'elle nettoie le terrain pour que la paix pousse. J'ai appris que le silence peut être plus bruyant que le scandale. Et surtout, j'ai compris qu'en Afrique, quand on dit que le téléphone parle, ce n'est pas seulement une expression. Ce petit appareil a changé ma vie. Il a ouvert les yeux de toute une ville sur les masques qu'on porte dans les villes adorées. Un soir, en rangeant mes affaires, je suis tombée sur une vieille photo de nous, David et moi, le jour de notre mariage. Nos sourires étaient vrais, nos promesses sincères. J'ai caressé la photo du bout des doigts, puis je l'ai glissée dans une boîte. J'ai éteint la lumière, et j'ai chuchoté pour moi-même, la vie n'a pas besoin d'effacer le passé pour écrire un nouveau chapitre. Je me suis couchée, paisible. Dehors, le vent murmurait dans les arbres. Et quelque part dans la ville, la rumeur de mon histoire continuait de courir, embellie, exagérée, déformée. Mais moi, j'étais enfin libre. Parce que le vrai pardon, ce n'est pas dire que rien ne s'est passé, c'est accepter que tout est arrivé pour qu'on devienne quelqu'un d'autre. Et ce soir-là, en regardant les étoiles, j'ai su que je n'étais plus la femme trahie du supermarché, mais la femme qui avait appris à transformer la douleur en lumière. Cette histoire nous enseigne que la fidélité, la transparence et le respect sont les véritables piliers d'un foyer solide, car les secrets finissent toujours par s'inviter à table. Une femme avertie ne se bat pas pour un amour qui la détruit, elle se relève avec dignité et sagesse. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, partage-la et laisse ton avis pour qu'ensemble, on continue à apprendre des réalités profondes de la vie africaine.